Ina Podcast. Ina Podcast vous propose la légende des chevaliers de la table ronde, autrement intitulée Le grand livre des aventures de Bretagne, une fiction de 33 épisodes de Georges Godbert. Si l'histoire du défi de l'épée prise dans la pierre est connue de tous, il arrive parfois que cette épée soit confondue avec Excalibur. Or, vous le verrez par la suite, la légende mentionne bien deux épées différentes. L'épée est inséparable de tout chevalier, quel que soit son rang. Pas de chevalier sans épée. Symbole de pouvoir, elle incarne aussi, avec le manteau, la couronne et le sceptre, l'autorité et la légitimité du souverain. De manière générale, l'épée revêt une grande importance au Moyen-Âge. Inséparable du chevalier, elle joue aussi un rôle essentiel dans nombre de cérémonies. Ainsi, lors de l'adoubement du chevalier, l'épée est bénie et remise au chevalier par le prêtre, tandis que le parrain, lors d'un geste appelé la collée, touche du plat de l'épée le chevalier sur chaque épaule. Autre cérémonie, celle du serment de fidélité au roi. Les vassaux prêtent serment de fidélité à leur suzerain en posant leurs mains sur une épée. Par ce geste, ils expriment leur volonté de combattre pour leur seigneur et, si nécessaire, de donner leur vie. Le serment sur l'épée est considéré comme inviolable et doté d'un caractère presque sacré. Posséder une épée signifie, pour son jeune propriétaire, entrer dans le monde adulte. Il y a alors symbiose entre l'épée et le chevalier qui la porte. Elle est pour lui une véritable compagne, symbole de statut et de bravoure. Le chevalier la considère comme un prolongement de lui-même avec une identité propre et peut même lui donner un nom. Ainsi connaît-on encore aujourd'hui des noms d'épées célèbres. L'épée de Roland dans la chanson de Roland a pour nom Durandal, celle de son ami Olivier, Haute-Claire. L'épée de Charlemagne se nomme Joyeuse et celle du Cid Campéador, Tizona. Mais la plus célèbre reste très certainement Excalibur, du nom de Caliburn, comme elle se nomme dans les récits Monmouth. Cette épée au pouvoir surnaturel est offerte à Arthur par la Dame du Lac. Forgée dans un métal indestructible, elle se montre capable de trancher n'importe quelle matière, y compris l'acier. Étincelante, elle aveugle les ennemis quand Arthur la dégaine. Mais rendons la parole à Maître Blaise et suivons avec lui le couronnement d'Arthur. Le grand livre des aventures de Bretagne ou le livre de Maître Blaise. Série d'émissions de Romain Weingarten, d'après la légende des chevaliers de la table ronde. Musique originale de Georges Delerue. Équipe de réalisation, Didier Gervais, Claude Courteau, Monique Vignier, Maryvonne Noël et Georges Godbert. Avec, dans les rôles principaux, Pierre Vanek, le roi Arthur, Evelyne Dandry, la reine Guenièvre, Catherine Salvia de la Comédie Française, Morgane, Françoise Bette, Viviane, Gérard Giroudon, Merlin et Bernard Giraudot, Lancelot du Lac. Aujourd'hui, 5e émission, la bataille de Salisbury. Arthur est à genoux, la poitrine nue. L'évêque s'avance vers lui, suivi de 4 officiants. L'un porte le manteau, l'autre la couronne, l'autre l'épée, l'autre le sceptre. L'évêque donne un léger soufflet à Arthur. Arthur baisse la tête. Sois abaissé, afin d'être élevé. Il oint le front d'Arthur, puis la poitrine, l'épaule droite,
l'épaule gauche. Puis il prend le manteau, il le met sur les épaules d'Arthur, puis il prend la couronne, il la pose sur le front d'Arthur. Arthur, je te fais roi. Puis il lui tend l'épée qu'Arthur a tirée de l'enclume. Ceins cette épée. Prends ce sceptre. Au nom de celui à qui appartiennent la puissance, le règne et la gloire à jamais. Arthur se lève. Suivi du clergé, il sort de l'église. Et là, tout le peuple l'attend. Dès qu'ils le voient, tous tombent à genoux. Puis ils acclament le nouveau roi. Beaucoup pleurent de joie. Le cortège se rend au palais. Dans la salle du conseil, Arthur monte sur le trône. Sont là la reine Igerne, l'évêque, le vieil Antor, Quai, les notables de Camaalot, et on attend les seigneurs sans l'hommage desquels Arthur n'est roi que de nom. Et voici Ulfin qui entre, hors d'haleine, suivi d'un messager qui s'en revient des frontières. Sire, les barons se sont retirés sous les murs de la ville et complotent contre vous. Arthur ne bronche pas. Il fait avancer le Sire, messager. Les Sènes sont aux marches de Gore, de Garlot, de Cornouailles et d'Orcanie, et s'apprêtent à marcher contre vous. Sire Ulfin, c'est trop de bonnes nouvelles en un seul jour. Quai, approchez. Quai s'approche du roi, s'agenouille. Le roi tire son épée. Quai, je vous nomme sénéchal du royaume. En signe de votre commandement, prenez cette épée. Sire, je n'en suis pas digne. Prends, te dis-je. Prends, pour l'amour de moi. Sire Ulfin, voici mes ordres. Vous ferez savoir à tout le peuple la désobéissance des seigneurs. À tous, distribuez des armes, et nous irons trouver les barons. Sire Ulfin, convoquez le peuple. Ulfin s'empresse d'obéir aux ordres du roi. On distribue des lances, des épées, des javelots, tant qu'il y en a. Et ceux qui n'ont pu en avoir vont chercher leurs fourches et leurs bâtons. Le lendemain, au point du jour, le roi fait ouvrir les portes. Et avec tout le peuple, il prend position devant les murs de la ville. Les seigneurs qui assistent de loin au spectacle d'abord se moquent. Puis, voyant la foule si nombreuse, ils s'inquiètent. Arthur fait sonner les trompettes. Les seigneurs s'arment à la hâte, mais voici qu'Arthur, suivi d'Ulfin et de Quai, s'avance vers le camp des seigneurs. Il monte son cheval blanc, il a revêtu sa robe de lin, et pour toute arme, il porte sa couronne. Le voyant s'approcher, les seigneurs proposent de le tuer sans plus attendre, car jamais plus ils n'auront une si belle occasion. Mais le roi Lot s'oppose. Mais en vérité, ce serait une vilainie d'attaquer un homme seul et désarmé. Écoutons ce qu'il a à nous dire. Et s'il ne se rend en point, alors il sera bien temps de le faire prisonnier. C'est une bien grande folie qu'il fait là. Arthur laisse derrière lui Ulfin et Quai.
il arrive seul au camp des seigneurs. Sur son visage, encore presque d'un enfant, aucune crainte ne se lit. Sur toute sa personne, tant de grâce est unie à tant de majesté qu'à part eux-mêmes, les seigneurs ne peuvent s'empêcher de penser qu'il a vraiment l'allure d'un roi. Mes seigneurs, je vous attendais pour l'hommage que vous me devez. Retire-toi! Nous ne répondons pas de ta vie. Roi Brangor, vous pouvez me l'apprendre. Je suis votre roi, oint et sacré. Vous en répondrez devant le peuple, que vous voyez en armes sous les murs de la ville. Valet, nous ne ferons qu'une bouchée de tes manants. Roi Nantre, sache que depuis le temps que tu conspires contre moi, les Sènes ont envahi ton royaume. Ils sont aux marches de Garlot. Roi Urien, roi Brangor, roi Lot, les païens sont aux marches de Gorre, d'Orcanie et de Cornouailles. Ils ravagent vos bourgs et vos châteaux. Ils mettent tout le pays à feu et à sang. Si vous ne me croyez, les messagers sont là, qui vous le rediront. Alors Gauvin, le fils du roi Lot, qui dans son cœur avait été conquis par Arthur lorsqu'il l'avait vu s'avancer seul et sans armes au-devant des seigneurs, ne put se contenir davantage. Arthur, pour ce qui est de moi, je te rends volontiers hommage. Et voici mes frères, Agravin et Gaërien, qui pensent de même. Mon fils! Dans ce cas, Gauvin, rangez-vous à mes côtés. Mes seigneurs, nous ne serons pas de trop tous ensemble pour défendre le royaume. Sire, vous êtes digne d'être roi. Aussi bien Dieu vous a-t-il désigné comme tel. Je me rends à vous. Rois et barons, nous avons commis une grande faute. Il est temps de la réparer. Arthur, je te rends hommage. Alors le roi Lot vient se ranger aux côtés d'Arthur, avec ses fils. Et tous les seigneurs, les uns après les autres, font de même. Le roi Nantre vient en dernier. Arthur, s'il avait dépendu de moi, tu ne serais pas roi aujourd'hui. Laisse-moi partir. Nantre, tes prouesses nous feront oublier tes offenses. Ainsi Arthur conquit les barons de l'Ogre. Et tous s'apprêtèrent à marcher contre les Sènes, qu'on appelle aujourd'hui les Saxons. Pourtant, en son cœur, Arthur était triste. Un jour qu'il était accoudé, tout pensif, à une fenêtre du palais, la reine Morgane s'approcha de lui. Sire. Arthur ne répondit pas. Sire. Sachez qu'il en était ainsi chaque fois que le roi était en proie à quelque triste pensée. Lui eût-on annoncé la perte de son royaume qu'il ne l'eût point entendu. Sire. Sire. Ah, c'est vous, Morgane. À quoi songez-vous donc? Je regarde les oiseaux qui passent. Est-ce là ce qui vous rend si triste? Que vous disent-ils? Ils me disent, dame, que si les barons m'ont accepté pour roi, ce n'est pas par amour, mais par crainte. N'est-ce pas le commencement de la sagesse? Et pour l'amour? L'amour? Il ne tient qu'à vous de ne pas en manquer. Comment cela? Si vous ne plaisez aux maris, vous plaisez à leurs femmes. Dame, je n'ai pas le cœur à rire. Ce n'est pas de cet amour-là que je parle. Mais c'est lui qu'il vous faut.
Serais-je plus heureuse auprès de vous que ma sœur Hélène? Autant le roi l'emporte sur le valet, autant, dit-on, ma beauté sur celle de ma sœur. Dame, vous eussiez mieux fait de me laisser à mes tristes pensées, car elles m'étaient douces auprès de celles qui sont les vôtres. Comment cela? Je suis reine. Je fais ce qu'il me plaît, et je ne m'en cache pas. C'est la coutume dans mon royaume. Ce n'est pas la coutume ici. Arthur, tu devrais te faire prêtre. Je suis roi. Et cela ne te va guère. Ainsi, Arthur se fit une nouvelle ennemie, car de ce jour, Morgane conçut de la haine pour son frère. La nuit même, Arthur eut un rêve. Il vit une maison en flammes et des gens qui s'enfuyaient de la maison en criant. Le lendemain, pour tâcher d'oublier ses sombres pensées, il décide d'aller à la chasse. Il galope tant et tant à la poursuite d'un sanglier que ses compagnons perdent sa trace. Le sanglier lui échappe et voici qu'au sortir de la forêt, son cheval s'arrête en haut d'une falaise devant la mer. Le roi descend de cheval. Il s'assoit contre un arbre pour se reposer un moment. Un enfant vient vers lui. Arthur! 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 Et quoi? Et pour un enfant, tu cries bien fort. Pour m'avoir dérangé, tu mériterais que je te jette en bas de la falaise. Dis-moi, comment sais-tu qui je suis? Je sais tout. Vraiment, tu es un drôle d'enfant. Te rappelles-tu le sachet que je t'ai donné au marché de Camaalot? Tu n'étais pas si riche que maintenant. Quoi? Tu sais cela aussi? Mais ce n'est pas toi qui me l'as donné. C'était moi? Mais... Pour le rêve que tu as eu cette nuit, sache que c'est ton royaume en flammes que tu as vu. Un quoi? De ce rêve, tu étais pensif. Mais quand je t'aurais dit ce qu'il en est, tu seras encore plus pensif qu'avant. Oui. La reine Hélène, celle qui se glissa dans ton lit, alors que tu n'étais encore qu'un méchant valet. La reine Hélène vient d'accoucher d'un fils. Le tien. Le mien. Et par cet enfant, il adviendra grand malheur au royaume de l'ogre. Tel est le sens de ton rêve. Arthur pense qu'il rêve encore. Il se frotte les yeux, se signe. Arrière, démon! Dissipe-toi, fantôme, va-t'en! Arthur tire son épée. Du fourreau, il ne sort qu'un tronçon. Je vais t'en donner une autre, puisque tu as donné ta bonne épée à Kay. Non, Arthur, tu ne rêves pas. Maintenant, écoute-moi. Pourquoi tu couchais avec ta sœur? Ma sœur? Ta sœur? La reine Hélène? Oh, mais... Oh, démon! Tu te moques de moi! Cesse de t'agiter. Je n'ai pas peur de toi. Arthur, peux-tu me dire qui étaient ton père et ta mère? Je vais te le dire, moi. Ta mère, c'est la reine Hygerne. Comment? Qu'il est aussi d'Hélène et de Morgane. Mais elles ne sont pas du même père. Ton père, c'est le roi Utherque Madragon. Et c'est moi qui t'ai amené tout petit à Messirentor pour faire de toi ce que tu es devenu. C'est moi, Merlin. Alors l'enfant passe derrière l'arbre et reparaît sous l'aspect du vieillard qu'Arthur avait rencontré au marché de Camaalot. Oh! Arthur le reconnaît. Il cherche l'enfant du regard et découvre un jeune homme. Ne cherche pas. C'est moi Merlin, qui fut l'ami et le conseiller de ton père. Je serai le tien si tu le désires. Si tu ne me crois pas, je vais tantôt te le prouver. Lève-toi. Allons à la cour. Déjà on te cherche et on s'inquiète. Suis-moi. Un cheval sort du bois. Arthur et Merlin montent en selle. Et voilà partis au grand galop. Bientôt ils longent la berge d'un lac.
Merlin s'arrête. Regarde. Arthur regarde. Voici qu'une main sort du lac tenant une épée. Va et prends. Le roi descend vers le lac. L'épée s'approche de la rive. Le roi, sans hésiter, prend l'épée. Puis, il la contemple. Sur la lame sont écrits ces mots « Prends-moi ». Le roi la retourne. Sur l'autre face, il lit « Jette-moi ». Le roi interroge Merlin du regard. Prends-la. Maintenant, sache le nom de cette épée. Elle s'appelle Excalibur, qui veut dire en chaldéen tranche-fer. Et si tu voyais le forgeron qui l'a forgée, en vérité, tu aurais grand peur. En selle! Ils arrivent au palais, où l'on a grande joie de revoir le roi que l'on croyait déjà mort. Messire Antor et la reine Igerne reconnaissent Merlin. Bientôt la nouvelle se répand de son retour et c'est de nouveau la fête à Camalot, où il était aimé plus que tout homme au monde après le roi. Le lendemain, sur le conseil de Merlin, Arthur convoque les seigneurs. Et devant toute la cour, il fait venir Messire Antor, qui montre un parchemin scellé aux armes du roi Uther. Mes seigneurs, le moment est venu, puisque Merlin le dit, de connaître la vérité d'Arthur. Sachez qu'il n'est point mon fils, comme vous le pensez. C'est Merlin qui me l'apporta tout petit, sur l'ordre du roi. J'en donne ma parole devant Dieu. Et maintenant, écoutez. Messire Antor défait le parchemin où est contée la naissance d'Arthur et comment il est roi, non seulement par le signe de Dieu et par la vaillance, mais par légitime filiation. La reine Igerne, de joie, ne peut retenir ses larmes. Mais bon Seigneur, je ne doute pas quant à moi que j'ai là à côté de moi mon fils Arthur. Car mon cœur depuis longtemps déjà l'a reconnu. Mais afin qu'il ne reste aucun doute, je vous dirai encore un signe qui ne peut tromper. Le petit enfant qui fut confié à Merlin portait à l'épaule gauche une petite tache qui avait la forme du dragon qu'on voit à nos étendards. Que le roi me montre son épaule. Arthur ouvre sa chemise, et la reine voit la tache qui n'a pas changé. Elle étreint le roi. Arthur, Arthur, béni soit le jour où je retrouve mon fils et mon roi. À quelque temps de là, le roi, ayant réuni ses troupes, décida de se porter à la rencontre des païens. Rois, seigneurs, chevaliers, tous les meilleurs guerriers de l'ogre étaient là, auxquels s'étaient joints les rois Ban de Bénoïque,
et Bor de Gannes, qui était venu de Petite-Bretagne afin de rendre hommage au roi Arthur. Ce fut dans la plaine de Salisbury qu'eut lieu cette grande et mémorable bataille. Aux Saxons s'était joint le roi Rion, ainsi que le conseiller de Rome, Ponce-Antoine, le duc Froll d'Allemagne, l'amiral Napin et le roi Claudas de la terre déserte. La bataille dura tout le jour. Elle fut dure et cruelle. Le roi manqua 20 fois d'être tué tant il était hardi au combat, mais sa bonne épée Excalibur le protégeait et semait l'épouvante. Ce fut là aussi que l'on vit que ce qu'on racontait de Gauvin était vrai. Au matin, il avait la valeur d'un bon chevalier. À tierce, sa valeur doublait. À midi enfin, elle quadruplait. Mais tous les chevaliers d'Arthur firent tant de prouesses qu'on ne saurait les compter. Et quand le soir vint, tous ceux parmi les païens qui restaient debout s'enfuirent à la mer où ils se noyèrent. Un seul parvint à s'enfuir, et ce fut le roi Claudas de la terre déserte. Voyant que la bataille était finie, le roi descendit de sa monture. Sur son armure, on ne voyait d'autre couleur que celle du sang. Il regarda autour de lui et vit la plaine jonchée de cadavres. Alors il demeura songeur. Sire! 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 Ah, Gauvin. Sire, vous êtes blessé? Non. Ah, Gauvin, nous avons vaincu et je m'en réjouis. Mais en même temps, je songe à tant de bons chevaliers qui sont morts en ce jour. Et je suis triste. Parce que je ne les verrai plus. Sire, c'est là le destin des bons chevaliers. C'est vrai. Gauvin, pour ta vaillance et pour ta générosité, je te fais aujourd'hui connétable du royaume. Oh, sire. À toi seul, si tu m'en requiers, je prêterai ma bonne épée Excalibur. Sire, merci. Alors les chevaliers firent dresser les tentes. Ils relevèrent les blessés, soignèrent les plaies, puis ayant mangé et bu, ils s'endormirent. Lorsqu'au petit matin ils s'éveillèrent, il leur sembla que le monde n'était qu'un rêve, car la brume s'était levée. Sire, voyez qui vient. Merlin. Bonjour, chevalier. J'arrive un peu tard pour le combat. Mais vous n'aviez pas besoin de moi. Vous avez fait bel ouvrage. Que pensez-vous du mien? Merlin désigne un point dans la brume. La brume se déchire, laissant passer un rayon de soleil qui éclaire sur la plaine un grand cercle de pierres levées, tel que 100 hommes n'en pourraient porter une seule. C'est un mirage. Un mirage? J'ai porté ces pierres toute la nuit sur mon dos. D'Irlande, je les ai amenées ici. Merlin, tu te moques de nous. Tout diable que tu es, tu n'es pas capable d'emporter une devant moi. Je suis un peu fatigué, Sir Kay. Sire, je crois que nous dormons encore. Si le monde est un rêve, Gauvin, alors tu dors. Et nous dormons tous. Autant que le rêve dureront ces pierres, autant que le monde, la mémoire des guerriers morts. Adieu, chevalier. Merlin! Merlin, ne nous quitte pas!
Sois mon ami et mon conseiller comme tu le fus de mon père. Arthur, j'ai beaucoup à faire de par le monde. Mais soyez à Kamahalot, à la Pentecôte, et j'apporterai encore une de ces pierres. Et Merlin tint sa promesse.